Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente d'abord, c'est Thomas Macaluso, je travaille au programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et je suis responsable dans cette équipe-là qui porte la politique nationale d'inclusion numérique, responsable de la partie de la production des études et de l'évaluation de la politique publique d'inclusion numérique. Et aujourd'hui, déjà merci d'être présent, merci pour l'intérêt a fortiori que vous portez au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Qui est celui des freins psychosociaux à l'usage du numérique. Cette masterclass, moi je vais l'animer et je vais faire un petit bout d'introduction et je serai accompagné par des intervenants et des intervenantes qui sont les auteurs et les autrices du rapport et de l'étude que vous voyez ici, dont je vais reparler tout à l'heure. Et donc, en l'occurrence, Lucie Brice-Monsécal du CREDOC, Jérôme Clerget et Pascal Plantard de l'Université de Rennes 2, du centre de recherche CREAD associé au GIS Marsouin. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des freins psychosociaux et à travers, et en avant-propos même, des études, d'une étude qui a été produite, qui s'inscrit dans une série, la série d'études La Société numérique française, donc qui a été produite à l'initiative du programme Société numérique de l'ANCT. Et comme vous voyez, elles sont au nombre de 3. Aujourd'hui, on va parler de la troisième et de la dernière, celle sur les freins psychosociaux. La première portée sur les publics éloignés du numérique et la compréhension qu'on peut faire du phénomène d'éloignement du numérique dans la société française. La deuxième édition portée en miroir un petit peu sur les professionnels de la médiation numérique, donc celles et ceux qui accompagnent les personnes éloignées du numérique dans notre société au quotidien, que ce soit dans les collectivités, dans des assos. Et puis la troisième et dernière édition, comme vous l'avez compris, porte sur les freins psychosociaux à l'usage du numérique. Donc je vais, pour introduire un petit peu cette masterclass, on va essayer d'abord du coup d'essayer de comprendre comment et pourquoi en fait on s'intéresse aux freins psychosociaux à l'usage du numérique. D'abord, il y a un constat assez clair, c'est que malgré une diffusion massive des équipements numériques, de la connexion Internet, aujourd'hui sont les chiffres du baromètre du numérique, il y a 9 Français sur 10 qui sont internautes, 9 Français sur 10 qui possèdent un smartphone par exemple, mais pour autant, on constate en fait une grande hétérogénéité des usages numériques dans la population et qui sous-tendent d'ailleurs des inégalités socio-numériques très fortes encore aujourd'hui. Dans la première étude qu'on avait sortie, on estime à peu près 30% de personnes plus ou moins éloignées du numérique en France, entre les non-internautes et les gens qui se déclarent pas compétents pour utiliser pleinement le numérique. Donc c'est un phénomène du coup assez massif qu'on a ici. Et donc on peut se demander à partir de là pourquoi certaines personnes finalement s'approprient plutôt bien, voire très bien les technologies numériques, quand d'autres finalement ignorent, voire même refusent le numérique. Et c'est tout l'enjeu de cette masterclass ici. Ici, on touche du doigt le rapport psychosocial au numérique, en fait, et les freins qui sont derrière. J'ai remis sur cette slide-là des éléments et des mots un peu autour du terme psychosocial, dont on va beaucoup parler effectivement ce matin. Et ici, dans l'étude, en tout cas, on l'utilise en termes de croyances, de valeurs, ou même d'attitudes et de perceptions qui entravent la participation à des activités d'apprentissage. Et c'est bien derrière la notion d'apprentissage qui nous intéresse en fait aujourd'hui. Et justement, en fait, dans cette barrière un peu à l'apprentissage, cette étude-là, pour rentrer dans le sujet des freins psychosociaux, elle détaille en fait et elle développe et elle investigue la manière dont les technologies numériques sont appropriées, ou rushées en l'occurrence, par la population et comment les usages se construisent. Donc pour finir l'introduction, les intervenants qui vont du coup vous exposer les messages clés de l'étude. Cette étude, encore une fois, elle a mobilisé une littérature scientifique et des données en fait quantitatives qui sont très récentes sur le sujet. J'ai cité par exemple le baromètre du numérique tout à l'heure. C'est une enquête qui sort tous les ans en fait. Et la littérature scientifique qui sera exposée aussi tout à l'heure. Et donc ces interventions se découperont en 4 parties. La première partie avec Lucie,
qui nous dressera un petit panorama en fait, des freins psychosociaux à l'usage du numérique aujourd'hui dans notre société. Un deuxième axe qui sera plutôt tenu par Jérôme, où il s'agit de comprendre les dynamiques d'appropriation des technologies numériques, encore une fois, parce que vous allez voir que on ne peut pas comprendre ça sans comprendre du coup les freins psychosociaux derrière. Et Lucie reprendra la parole pour nous exposer, et à partir en fait, de ces éléments-là, vous allez voir qu'on va pouvoir ressortir des typologies de postures psychosociales à l'égard du numérique, en faisant ressortir des grandes catégories. Et enfin, je donnerai la parole à Pascal pour conclure, faire ressortir les messages clés de cette étude et surtout pour ouvrir à la discussion. L'idée, c'est qu'on puisse avoir au moins un temps peut-être de 10 minutes ensemble, qu'on ne soit pas que dans un format très descendant, mais vous puissiez interagir et nous poser des questions et voir qu'on puisse préciser aussi certaines idées qui auront été abordées durant la masterclass. Voilà, je ne suis pas plus long. Sachez effectivement que cette étude, comme les deux précédentes, sont disponibles en version imprimée sur le stand du programme Société numérique de la NCT, donc au rez-de-chaussée. Et donc, il y en a pas mal. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez repartir avec un support papier de ces études-là. Voilà, je laisse de suite la parole sans plus tarder à Lucie, qui va donc aborder le panorama du coup des freins psychosociaux à l'usage du numérique. Merci. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Première question qui nous a interrogé quand la NCT nous a posé la question des freins psychosociaux au numérique, c'est qu'est-ce que ça pouvait être, comment on pouvait exprimer les croyances, les perceptions et les attitudes face au numérique, comment ça pouvait se manifester, quel type de frein il pouvait y avoir de nature psychosociale au numérique, puisque nous, en général, les freins, on les exprime plutôt sur des aspects un peu tangibles. On se dit qu'il y a des freins économiques, il y a des freins d'équipement. Et l'aspect psychosocial, même si on voit qu'il est présent, on l'explorait moins par le passé. Donc c'était un petit peu un pas de côté par rapport à ce qui était fait habituellement. Heureusement, dans le baromètre du numérique, on a des données qui permettent de renseigner cette question de posture, d'opinion, de représentation. Et la NCT avait d'ailleurs inséré une question qui était de savoir est-ce que le numérique facilitait la vie quotidienne de la population. Et donc ça nous fait une clé d'entrée dans la représentation générale à l'égard du numérique. Donc on se rend compte qu'on a 66%, 2 tiers de la population qui nous dit que le numérique facilite globalement sa vie quotidienne, mais qu'on a quand même un tiers des personnes qui sont plus indécises. Soit ça complique la vie pour 12% de la population, soit en fait ils ne voient pas l'effet réel du numérique sur leur vie quotidienne, et ça c'est aussi déjà un enseignement. Il y a 21% des Français qui nous disent que pour eux, le numérique n'a pas vraiment d'effet sur leur vie quotidienne, ce qui peut surprendre quand on sait que le numérique est présent maintenant dans de nombreux pans de la vie quotidienne. Quand on creuse un petit peu derrière ça, on se rend compte que cette attitude à l'égard du numérique, elle est forcément fortement corrélée au contexte de vie. Donc là, je ne vous l'apprends rien et on l'a évoqué dans nos rapports précédents aussi. De manière générale, plus on a de ressources à sa disposition, que ce soit en termes de ressources économiques ou du niveau de diplôme, plus on considère le numérique comme facilitant sa vie quotidienne, et moins on a ces ressources, plus on considère que le numérique n'a pas d'effet ou complique sa vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier enseignement. Mais ensuite, quand on pose aussi la question aux Français de qu'est-ce qu'ils craignent à l'égard du numérique, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient limiter leurs usages numériques, on se rend compte qu'on a une proportion presque égale à ceux qui nous disent que le numérique facilite leur vie, 65%, qui ont au moins une crainte à l'égard du numérique. Donc le rapport au numérique, il est loin d'être apaisé. Dans une population qui globalement nous dit c'est bien, ça facilite la vie quotidienne, eh bien, on a aussi une même proportion de gens qui nous disent en fait ça peut faciliter la vie quotidienne, mais on a des craintes, on a des inquiétudes à l'égard de l'usage numérique. Et donc ça montre qu'il y a quand même un fort poids des représentations des opinions dans la population qui peuvent freiner certains usages. Donc ça nous amène à la question des freins et du psychosocial. Donc un frein psychosocial, comme on l'a défini dans ce rapport, c'est en fait un ensemble de croyances, de représentations, de postures
qui peut limiter des usages, dans notre cas des usages numériques, qui peut limiter une appropriation et qui vont s'exprimer au-delà en fait d'autres contraintes plus tangibles, plus matérielles. Donc ça peut se cumuler bien évidemment, mais on peut avoir des difficultés certes d'équipement, certes matérielles, mais aussi des difficultés dans l'idée qu'on se fait de ce qu'il faudrait qu'on ait comme matériel ou comme usage. Donc c'est un petit peu une vision, mais je laisserai Jérôme l'expliquer mieux dans sa partie, de ce que devrait être le numérique et auquel l'usager ou l'utilisateur n'arrive pas à accéder pleinement. Donc ça nous a amené à nous interroger sur quelles pouvaient être les grandes familles de freins. Puisque comment ça s'incarne en fait ces freins psychosociaux. On a distingué 3 familles. Donc il y a 28% des gens qui nous disent qu'ils n'ont aucun frein à leurs usages numériques, qu'il n'y aurait aucune limite à leurs usages. Ensuite, le reste de la population nous cite au moins un frein. Le total ne fait pas 100%, puisqu'évidemment, on peut avoir plusieurs freins. Donc il y a ce qu'on a appelé des freins de protection, qui concernent 47% de la population, des freins socioculturels, 40% de la population, et des freins à l'adhésion au numérique, qui représentent 20% de la population. Je vais revenir en détail sur ce que couvrent ces 3 familles. Mais l'idée clé, c'est que les freins de protection, c'est des freins face à des risques extérieurs ou perçus comme extérieurs. Les freins socioculturels, c'est l'impression d'être en décalage avec un numérique qui n'est peut-être pas son numérique, mais qui est conçu, perçu en tout cas comme le numérique qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait vivre. Et les freins à adhésion, c'est plus une stratégie, une posture de recul face au numérique. Et donc je viens sur le détail pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est. Donc voilà, les freins de protection, c'est l'idée que la cybercriminalité progresse, il y a des escroqueries, il y a des arnaques, on entend parler de beaucoup de phénomènes inquiétants. Et donc forcément, ça angoisse une partie de la population. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres freins, ce frein-là, il est assez répandu, quelles que soient les catégories sociales. En fait, on peut avoir peur qu'on soit peu diplômé ou fortement diplômé, ou un homme ou une femme, face à ces risques perçus comme extérieurs à sa pratique. Ça renvoie aussi potentiellement à l'idée de commettre une faute, mais l'idée, c'est bien qu'il y a quelqu'un, une force externe, dont on ne maîtrise pas les aspects, dont on ne maîtrise pas le comportement, qui va pouvoir nous attaquer quand on utilise des outils numériques. Ce qu'on remarque tout de même, c'est que cette inquiétude, elle concerne des gens qui sont inquiets de manière générale dans leur vie. Donc le baromètre du numérique, il est accolé à une enquête historique du CREDOC qui est sur les conditions de vie des opinions, dans laquelle on pose des questions sur les inquiétudes. Ce dont on se rend compte, c'est que les personnes qui sont inquiètes en général dans leur vie quotidienne, pour les accidents de la route, pour les maladies, pour les guerres, pour les catastrophes nucléaires, etc., on va aussi les retrouver fortement inquiètes du numérique. Donc c'est le numérique, une inquiétude, mais au même titre que d'autres inquiétudes plus générales dans sa vie, souvent liées à des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser, qui nous sont externes. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde les personnes qui sont réellement victimes d'escroqueries, d'arnaques, en tout cas qui nous ont dit qu'elles étaient victimes, on ne les remarque pas plus inquiètes que les autres. Donc en fait, c'est vraiment pas l'expérience concrète d'un acte malveillant qui va générer cette posture d'inquiétude, mais c'est plutôt son potentiel, l'idée qu'elle peut exister, qu'on la maîtrise pas, et donc ça angoisse. Les freins socioculturels. Là, c'est l'idée de se sentir en décalage, que ce soit au niveau financier ou au niveau culturel. Donc, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas court-circuiter Jérôme derrière, mais l'idée, c'est qu'il y aurait un niveau d'équipement standard, enfin en tout cas dans l'esprit du numérique auquel on n'arrive pas à accéder, qu'il faudrait avoir tel équipement, telle génération d'équipement pour bien profiter du numérique et qu'on ne l'a pas, à tort ou à raison. Enfin, on peut être très équipé et se sentir sous-équipé. Ou l'idée en fait, qu'on n'a pas les bonnes compétences pour vivre le numérique. Quand bien même, on y reviendra à la fin, on pourrait avoir plein de compétences et très, très actifs en matière numérique, on peut quand même ressentir le fait de ne pas être compétent. Et enfin, les freins à l'adhésion.
Les freins à l'adhésion, c'est quelque chose qui concerne deux groupes de population avec des motivations un peu distinctes. Il y a des jeunes qui ont des pratiques numériques, mais qui disent qu'en fait, ils souhaiteraient en avoir moins. Il y a une attitude de mise à distance du numérique, de volonté, en tout cas dans l'esprit, de retomber sur des liens plus physiques, plus traditionnels, moins dématérialisés. Donc c'est surtout des 18-24 ans des étudiants qui nous font part de ce genre de volonté. Et puis, il y a des personnes plus âgées, 70 ans et plus, voire vraiment plus que 70 ans, qui n'ont pas connu le numérique dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne, quand ils étaient plus jeunes, qui n'ont pas pris le train en route et qui ne voient pas l'intérêt de le prendre maintenant qu'ils ont plus de 80 ans. Et donc, le numérique, en fait, ne les intéresse pas, tout simplement. Donc, ce n'est pas un rejet frontal, c'est un manque d'intérêt pour le numérique dans leur vie. Ce qui m'emmène à la partie de Jérôme. Ah oui, pardon, je pensais que tu... Merci. Alors le panorama que nous a présenté Lucie, il nous a montré qu'il existe toute une série de freins qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des catégories de population. D'ailleurs, tu reviendras là-dessus dans la troisième partie, aux usages des technologies numériques. Alors pour essayer de comprendre ces freins, il nous faut investiguer comment les technologies sont appropriées ou pas, et comment les usages se construisent ou pas. Alors on a volontairement mis de côté dans ce travail les aspects liés aux ressources, que ce soit les ressources économiques, sociales ou culturelles des individus, qui jouent un rôle majeur, entendons-nous bien, mais qu'on avait déjà beaucoup traité dans le premier rapport, disponible sur le site du Labo Société Numérique, et Thomas a mis un certain nombre d'exemplaires papier à disposition. Et cette fois-ci, on a voulu traiter davantage du rôle joué par les normes, les représentations. Alors pour comprendre comment ça marche, on peut partir d'un certain nombre de constats, trois constats. Le premier constat, c'est que les dispositifs numériques ne sont pas neutres. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat public, c'est que les technologies seraient neutres, qu'elles ne produiraient pas d'effet. En fait, la plupart des dispositifs sont tout sauf neutres. Alors, qu'est-ce qui permet d'affirmer ça? En réalité, tout dispositif contient des choix opérés par les concepteurs. Et ces choix, ils se retrouvent ensuite dans le design même des dispositifs. Alors, dans leur travail, les concepteurs, ils se fondent sur une image, l'image qu'ils ont, une représentation qu'ils ont des futurs utilisateurs. Et ils introduisent ce qu'on pourrait qualifier d'usage prescrit. Donc c'est l'usage qui est attendu par les concepteurs de la part des futurs utilisateurs. Et une sociologue qui s'appelle Madeleine Akrich a utilisé une belle métaphore filmique qui plaira aux cinéphiles. Pour qualifier ça, c'est les dispositifs contiennent des scripts d'usage, des scripts comme dans un film. Et ces concepteurs, ils appartiennent souvent eux-mêmes à des groupes sociaux relativement homogènes. Ils sont souvent jeunes, urbains, plutôt issus du milieu diplômé des sciences et techniques, un peu plus souvent des hommes. Donc ils sont habités par des représentations qui sont celles de leur groupe social, tout simplement. Alors pour l'affirmer, on peut s'appuyer, on a à notre disposition une enquête récente qui a été menée en Belgique par Perrine Broodkorn, qui a montré que les concepteurs des services en ligne d'intérêt général, donc les sites des services publics, si vous voulez, s'appuyaient sur une figure, la figure d'un usager entre guillemets standard. Alors cet usager standard, qui est-il en quelque sorte? C'est un usager connecté, plutôt à l'aise, habile avec les technologies. Alors les autres profils, vous allez me demander, les autres profils, ils sont peu pris en compte en réalité. Ils sont plutôt laissés de côté. Et cette chercheuse a montré que ce choix, il résultait, en fait, pas tellement d'un choix. C'était plutôt une méconnaissance. C'est-à-dire que les concepteurs méconnaissent tout simplement une partie des publics. Ils méconnaissent les mondes sociaux de ces usagers, lorsqu'est leur vie quotidienne. Donc d'emblée, on peut affirmer que les potentialités des dispositifs numériques à améliorer, on va dire, le pouvoir d'agir des personnes, des citoyens, des usagers, il va différer en fonction des choix qui seront opérés en amont par les concepteurs. Donc un même dispositif peut favoriser plutôt tel type de public qu'un autre. Alors on a parlé des concepteurs et de leur rôle dans les dispositifs. Maintenant, il nous faut nous déplacer du côté des usagers, c'est comme les plus importants. Et là, on peut faire un deuxième constat, c'est que tout dispositif est approprié par l'usager dans un contexte de vie spécifique. Alors un contexte de vie au-delà de la stricte question des ressources
et des habilités qui évidemment jouent un rôle, on l'a déjà dit, mais au-delà de ça, il y a un contexte de vie qui joue. Donc si le concepteur en amont, il introduit un usage prescrit, ce qu'il attend de l'utilisateur potentiel, il est rarement passif en réalité. D'abord, il décide ou pas de s'approprier les dispositifs. Il peut s'approprier, il peut les rejeter complètement. Et surtout, lorsqu'il va se les approprier, il va le faire à sa manière. Il va développer ce qu'on appelle des arts de faire, qui lui sont propres, pour reprendre l'expression de Michel de Certeau, qui parle aussi de braconnage. En fait, l'utilisateur va se réapproprier le dispositif pour qu'il corresponde aux usages qui l'intéressent pour ses propres aspirations, pour ses projets de vie, qui correspondent au sens qu'il peut leur donner aussi, à ses valeurs, etc. Alors pour les plus anciens dans la salle, vous vous souvenez peut-être du Minitel dans les années 80 ? Alors le Minitel dans les années 80, il s'était illustré justement par ce type de décalage entre les usages prescrits et les usages réels. C'est-à-dire que les concepteurs, alors à l'époque c'était le ministère des Postes et Télécommunications, ça s'appelait comme ça, qui avait conçu le Minitel, et il l'avait fait au départ pour la consultation de bases de données. C'était fait pour ça, pour consulter des bases de données. Et la réalité, c'est que ce n'est pas tellement ce type d'usages qui ont été développés, c'est plutôt les messageries. Donc oui, les messageries. Donc les messageries, c'est assez éloigné de la consultation de bases de données. Alors un chercheur qui s'appelle Serge Proulx a proposé trois grandes conditions pour qu'un dispositif soit approprié par un individu. La première condition, c'est la maîtrise, on va dire, technique et cognitive du dispositif. Évidemment, c'est la première pierre, il faut être en mesure de le faire fonctionner. La deuxième condition, il faut que le dispositif puisse s'intégrer dans la vie quotidienne de la personne, dans la pratique quotidienne de la personne. Ce qui veut dire, la conséquence, ce qui veut dire, c'est que proposer un dispositif qui n'a aucune chance de s'intégrer dans la vie quotidienne de certains publics, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis la troisième condition, c'est la possibilité de ce qu'il appelle un geste créatif, c'est-à-dire ménager la possibilité pour les usagers de se réapproprier, de pouvoir détourner un petit peu ce qui était prévu au départ pour le faire correspondre à ses propres aspirations. Et puis, il faut encore faire un troisième constat, puisqu'on a parlé d'abord du rôle des concepteurs, on a parlé des usagers pris individuellement, il faut encore parler des groupes d'individus. Alors, on a évoqué le contexte de vie, Lucie l'a fait, je l'ai fait aussi. Alors évidemment, le contexte de vie, ce n'est pas univoque. Il y a plein de choses qui font le contexte de vie. Ça va de notre âge à notre profession, à notre situation familiale, tout ça, ça participe de notre contexte de vie. Mais il y a un élément quand même particulièrement important parmi tous ces éléments qui jouent un rôle central, c'est le milieu social et culturel. Et à partir de là, on peut faire un troisième constat, c'est que l'usage est aussi un construit social, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'il y a une dimension collective dans l'usage. Cet usage, il va être cadré par des normes sociales qui sont propres à tel ou tel milieu social. Alors l'importance du milieu d'appartenance dans le rapport entretenu par les personnes aux technologies, il a été remarqué il y a déjà très longtemps. Dès les années 60, dès les premières enquêtes de ce type, ça a été remarqué. Alors vous savez, les années 60, c'est la période de la démocratisation du téléphone, de la photographie, etc. C'est une période importante. Et à cette époque, une équipe qui avait été menée par Pierre Bourdieu avait étudié les usages de la photographie. Ce n'est pas ses travaux les plus connus, mais ils sont très importants. Et il avait remarqué des régularités de pratique dans l'usage de la photographie, donc d'un groupe social à un autre. Que ce soit dans le choix du sujet, dans le moment, qu'est-ce qu'on photographie, le cadrage même. Il avait remarqué que ça changeait vraiment d'un milieu social à un autre. Et en réalité, toutes les enquêtes, enfin un certain nombre d'enquêtes montrent que les différents milieux ont chacun leur propre système de valeurs, de sens. Ils n'accordent pas de l'importance à la même chose. Alors, il ne faut pas voir ça comme trop rigide et cloisonné, évidemment, on n'est pas tous enfermés dans un groupe social, mais quand même, et on a des travaux récents qui sont ceux de Dominique Pasquier, ça vous dit peut-être quelque chose. Dominique Pasquier, qui est une sociologue importante, qui a montré, par exemple, qu'un rapport distant à l'écrit, ça c'était une caractéristique forte des milieux modestes peu diplômés. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence ? La conséquence, c'est que le courrier électronique, le courriel, l'email, n'a pas franchi la barrière sociale. C'est-à-dire que les milieux plutôt modestes et peu diplômés l'utilisent peu, alors qu'au contraire, les cadres l'utilisent, pour ainsi dire, énormément, plusieurs fois par jour. Et ces milieux modestes peu diplômés, ils vont préférer d'autres modes de communication,
qui se font plutôt sur un échange de type informel, plus oralisé, comme le texto, le chat, la visio par exemple, plutôt qu'un courriel formel. Et pour un apprentissage, ils vont préférer un tutoriel, une vidéo, plutôt qu'un texte écrit. Donc Dominique Pasquier, elle remarquait ça, que les milieux modestes tiraient Internet plutôt du côté de l'image, plutôt que de l'écrit, alors qu'au début d'Internet, c'était beaucoup l'écrit, à l'époque où Internet était essentiellement mobilisé par des cadres, par des milieux plutôt favorisés, plutôt diplômés. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est une chose simple mais importante, c'est qu'il y a souvent une appropriation qui est socialement différenciée d'un même dispositif. Et la conséquence, si vous retirez le fil de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'il peut y avoir des tensions entre ce qui est prescrit et la réalité des usages. Alors parfois, il n'y a pas de tension particulière, les usagers s'approprient un dispositif de la manière qu'ils ont envie, peu importe si les concepteurs ne l'avaient pas vu comme ça. Mais dans d'autres cas, il y a une tension qui apparaît lorsqu'on a des normes sociales qui sont des normes d'un certain groupe qui sont imposées aux autres. Parce que là, il peut y avoir une contradiction au niveau des pratiques quotidiennes, des contextes de vie de certaines personnes. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de dire ? D'abord, que l'usage et le non-usage, l'usage et le non-usage, ils sont tous les deux liés à une pluralité de facteurs. Il y a d'une part les dispositifs eux-mêmes, ce qu'ils permettent ou pas, ce qu'ils imposent parfois. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les représentations, les pratiques sociales, les contextes de vie de l'usager potentiel. La deuxième chose, c'est que l'usager, il s'approprie ce qui fait sens pour lui, dans son groupe social, dans sa vie quotidienne, dans ses propres projets, ses aspirations. On peut dire en quelque sorte que la technologie propose et le social dispose. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a différentes normes sociales, des normes sociales d'usage qui peuvent coexister. On peut avoir autant de normes que de groupes sociaux, mais l'imposition de ces normes à certains groupes, en quelque sorte l'imposition des normes des groupes dominants aux autres, peut engendrer des situations difficiles. C'est-à-dire qu'en imposant des normes qui ne parlent qu'aux usagers standards, les usagers standards dont on parlait, mais dont on a dit que c'est les plus à l'aise au départ, on s'expose à provoquer des difficultés pour les milieux qui sont plus éloignés, plus en difficulté, souvent plus modestes, moins diplômés. Et là, on peut même, dans certains cas, limiter leur possibilité de participer à la société. Donc c'est quand même pas rien. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est plutôt le numérique qui est éloigné des individus que des individus qui sont éloignés du numérique. Alors on y reviendra dans la conclusion, je crois que Pascal a prévu d'en dire un mot tout à l'heure, mais je voulais quand même dire que si on veut résoudre cette tension, il faut encourager la compréhension et la prise en compte des mondes sociaux des individus, dans leur diversité. Donc des contextes d'usage des groupes d'individus. Notamment dans le cas des politiques publiques, par exemple, ce qui est une condition vraiment sine qua non pour un numérique capacitant. Pour le dire autrement, il faut vraiment partir d'en bas, plutôt que de partir de la vie quotidienne des usagers, plutôt que de partir d'en haut. Alors, il y a des solutions pour ça, c'est pas utopique ce que je dis, il y a des solutions pour ça, comme la conception centrée usager, on parle aussi de co-design parfois, c'est-à-dire de faire participer les citoyens à la conception de dispositifs, pour qu'ils puissent véritablement y participer tout de suite au début, dès l'amont en fait, avant d'en être les récepteurs. Évidemment, la médiation numérique est particulièrement centrale pour établir ou rétablir le lien entre les personnes et un numérique qui fasse sens pour eux, surtout quand elle est ancrée dans des territoires. Voilà, Lucie va continuer en proposant cette fois-ci une typologie des postures vis-à-vis des freins psychosociaux. Donc on a essayé de faire une typologie à partir de ces freins pour voir un petit peu comment ça s'incarnait dans la population. Quand on fait une typologie, on part de certains facteurs, donc là les craintes, et on essaye de voir est-ce qu'il y a des groupes qui se forment, est-ce qu'il y a des populations qui partagent certaines craintes, et comment est-ce qu'on peut les caractériser pour comprendre un petit peu mieux, incarner un petit peu mieux ce qui se cache derrière. Et donc on est parvenu à 4 groupes. Donc le premier et le moins important en termes de nombre, c'est celui des réfractaires, des gens qui sont vraiment très loin du numérique,
mais pas parce qu'ils sont anxieux à l'égard du numérique. Ça fait écho à ce que je disais au début sur les freins à l'adhésion d'une partie de la population qui est âgée, qui n'a jamais connu le numérique dans sa vie professionnelle et qui aujourd'hui ne souhaite pas le connaître davantage. Et donc c'est un petit peu là où on se situe. Ils ont un équipement très limité, ils sont souvent non internautes, enfin presque tous non internautes. L'Internet et les outils numériques en général ne sont pas perçus comme ayant une importance dans leur vie quotidienne et ils ne font pas état d'une demande d'accompagnement particulier. Ils souhaitent probablement juste rester ainsi, pouvoir fonctionner sans numérique. Donc je passe un petit peu rapidement sur eux. On a une seconde catégorie qui est un petit peu plus intéressante en termes d'accompagnement et de médiation, puisque eux sont demandeurs d'un accompagnement et en ont souvent aussi déjà reçu. Donc ils sont vraiment en demande d'un accompagnement ou d'une médiation en tout cas poussée. Ce sont ceux qu'on a appelés les empêchés, qui représentent 18% de la population. Qui nous ont beaucoup intrigués lors de la rédaction du rapport, puisque ce sont des personnes qui ont des usages numériques assez variés, alors plutôt sociaux, plutôt ludiques. Donc ils seront beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup avec des usages de loisirs, la VOD, on n'avait pas les questions, mais en pressant tout ce qui est usage de loisirs, jeux vidéo, etc. Ils ont un très fort intérêt pour l'IA. Donc plutôt des gens qui sont très intéressés par les nouvelles technologies et qui ont des usages variés et qui ont aussi des équipements variés. C'était ceux qui avaient le plus souvent à la fois un ordinateur, un smartphone et une tablette. Donc ils sont équipés, ils sont utilisateurs et pourtant ils disaient en fait ne pas avoir suffisamment de ressources financières qu'un des freins. Voilà, leur usage du numérique, c'était un frein matériel en termes d'équipement, et qu'ils ne se sentaient pas compétents. Donc là, ça montre tout l'aspect psychosocial et d'écart à des usages ou à des niveaux d'équipement considérés comme standards, puisqu'en fait, c'est dans ce décalage que se situe leur impression de ne pas être pertinent dans leurs usages du numérique et de ne pas maîtriser le numérique. Et en termes socio-économiques, socio-démographiques, ce sont souvent des personnes qui sont en début de vie professionnelle et qui ont des parcours plutôt précaires, qui sont intérimaires, qui sont ouvriers, qui sont en CDD, quand ils sont dans la fonction publique, ils sont contractuels, plutôt des jeunes et plutôt des hommes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, mais en moyenne, ce sont plus souvent des jeunes hommes. Et donc, ils ont une envie forte d'aller vers plus de numérique dans leur vie, mais se sentent freinés. Ce qui est aussi intéressant, on parlait des usages prescrits, c'est que ce sont des personnes qui, dès qu'il y a une porte ouverte vers l'adaptation des usages à leurs besoins, vont la saisir. Ce sont des gens qui vont changer le navigateur installé sur leur smartphone. Dès qu'ils ont la possibilité, ils installent celui qu'ils ont envie d'installer. Ce sont des gens qui vont plus lire les CGU, qui vont plus utiliser des dispositifs de signalement sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des gens qui sont acteurs du numérique et pourtant qui ne se sentent pas pleinement à l'aise avec le numérique. Donc ça, c'est un profil voilà, particulier, assez intéressant, tout comme le suivant d'ailleurs, qui est celui des inquiets. Donc on a 37% de la population qui est concernée par ce type de crainte. Là, ce sont des craintes envers les risques externes, mais aussi également l'idée de ne pas maîtriser suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement. Là où les précédents avaient des usages plutôt ludiques, récréatifs, sociaux, ceux-là ont des usages plutôt pragmatiques du numérique. Ils vont prendre des rendez-vous médicaux en ligne, réserver des billets, faire de l'administration. Donc ils ont des usages numériques, mais ils ont moins cette envie d'aller vers plus du numérique. L'usage du numérique facilite leur vie. Quand on leur demande par contre s'ils préfèrent dans l'absolu des interactions physiques ou numériques, acheter des vêtements en magasin ou en ligne, lire un livre en physique ou en numérique, ils choisissent systématiquement l'option physique, voilà, y compris sur les magasins. Donc le numérique est une porte d'accès vers quelque chose qui leur facilite la vie, l'organisation de leur vie quotidienne, mais pour autant, ils ne se sentent pas pleinement à l'aise et ils sont aussi en demande d'une médiation et d'un accompagnement pour devenir plus à l'aise à l'égard du numérique.
Et donc sur le plan sociodémographique, ce sont plutôt des adultes d'âge moyen, beaucoup plus de femmes que d'hommes, et puis des personnes de classe moyenne, de profession intermédiaire. Enfin, le dernier profil, c'est celui qu'on a appelé les technophiles, 37% de la population, où là, en fait, ce sont des personnes qui ont déclaré n'avoir aucun frein à leur usage du numérique, ne pas se sentir limité d'aucune manière que ce soit, ni en termes de compétences, ni en termes d'équipement, ni par des craintes d'être arnaqués, etc. Ils ont des usages aussi extrêmement variés du numérique, y compris de l'IA. Ce sont des utilisateurs en fait, du numérique dans leur vie professionnelle, ce qui peut les aider aussi à se confronter à certains usages de manière plus variée que d'autres utilisateurs. Ils ont des équipements professionnels notamment, ce qui résout aussi un des freins d'équipement. Et c'est un profil vraiment plus CSP+, plutôt masculin. Donc ils lisent pas les CGU, ils regardent pas les. C'est un peu le pendant décomplexé des empêchés et des inquiets, on va dire. Donc le numérique n'est vraiment pas une source de crainte. Peut-être, d'ailleurs, on s'était dit à la rédaction du rapport, un rapport un peu trop décomplexé au numérique, peut-être, de leur part. Et ils ont un profil sociodémographique proche des concepteurs, et ça joue aussi des concepteurs des outils, puisqu'en général, ceux qui conçoivent les outils, il y a des chiffres en France et des chiffres aux États-Unis, c'est plutôt des personnes, des hommes de CSP+, voilà, les développeurs, c'est plutôt ce profil-là, donc ça leur correspond aussi, ils ont peut-être moins de friction dans l'appropriation des usages que les autres personnes. Et je pense qu'il est temps de laisser la parole à Pascal, pour le mot de la fin, la conclusion. Les mots de la fin. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir, parce que c'est quand même pas n'importe quel sujet. Les freins psychosociaux au numérique. Alors il y a un sous-titre, parce que c'était trop long sur la couverture. En fait, c'est les freins psychosociaux à l'appropriation des normes sociales d'usage. Alors, l'avantage, moi je suis très fier de présenter le travail de l'équipe parce que c'est vraiment un bon boulot. Et puis vous devez être très content aussi parce que vous n'allez pas avoir à lire les 3 pages de bibliographie et toutes les méta-analyses qu'on a mis derrière. On l'a fait très sérieusement, donc on espère que ça sera utile. Alors, clairement, on est passé des normes sociales d'usage à la question des normes sociales d'usage dominantes. Et ça pose vraiment la question des distances vis-à-vis de ces normes sociales d'usage dans les contextes de vie. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont commencé à regarder ou à lire des choses comme ça renvoie aussi à la nuance très importante qu'il y a entre compétences et capacité. On est dans ces logiques-là. Alors, on parle à longueur de temps parce qu'ils sont très méchants, vous savez, de la tech américaine, là, Windows et voilà, qui nous oblige à faire plein de choses. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de réfléchir, tel que mes collègues ont commencé à le mettre en avant, à notre responsabilité là-dedans. Alors, notre responsabilité à nous, peut-être, mais à nous dans un contexte de vie particulier qui est celui aussi du portage des politiques publiques sur ces questions-là. Dans la manière dont on théorise les usages, finalement, les usages se construisent autour de groupes sociaux qu'on appelle les entrepreneurs de morale. Et là, ce qu'on vient de vous décrire, c'est que il y a plein d'entrepreneurs de morale chez les technophiles. Il y en a largement moins dans les 3 autres catégories. Ce qui donne que finalement, ces entrepreneurs de morale vont décider d'un certain nombre d'usages des technologies en fonction de leur propre représentation. Certaines mauvaises langues vont dire leurs propres intérêts. Mais moi, je dis représentation parce qu'on a fait un travail sur les représentations. Qui produisent finalement des dispositifs sociotechniques qui ne sont pas si émancipateurs que ça, qui pourraient même être totalement inutiles, voire futiles. Je sais pas, moi je pensais aussi à l'intégration de l'IA dans les réseaux sociaux numériques des jeunes. Je ne suis pas sûr que ça soit, comme le disait Jérôme tout de suite, totalement neutre comme approche.
Cette deuxième question de l'usager standard est aussi une question très 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 importante, puisque la représentation d'un usager standard par, on va dire, un groupe social dominant dans la conception des dispositifs sociotechniques déclenche chez ceux qui sont aux prises avec ces représentations incarnées par les dispositifs sociotechniques, vous me suivez toujours? Oui, bon. Un phénomène de mépris de soi. Alors, on va parler des pauvres, des vieux, des handicapés, tout ça. Non, non, moi je vais vous illustrer ça par les travailleurs sociaux, ça sera encore plus sympa. Donc dans une autre recherche que nous menons en parallèle qui s'appelle Capuni-EMS, une énorme enquête sur les pratiques numériques des publics et des professionnels dans les établissements médico-sociaux, on a fait une jolie enquête l'année dernière, échantillon représentatif de la population. Et qu'est-ce que nous racontent les travailleurs sociaux ? Eh bien, ils nous racontent que finalement, contrairement à la représentation dominante, les travailleurs sociaux ne sont pas résistants aux technologies, ne sont pas anti-techniques, n'opposent pas bêtement relations et technologies. Ils sont juste dans ce qu'on appelle un conflit de légitimité ou une épreuve de professionnalité. On n'arrête pas de leur demander de remplir des papiers, de remplir des dossiers, de remplir tout un tas de dimensions techno-administratives, et on oublie de reconnaître toute la fonction d'accompagnement et de médiation que eux pratiquent au quotidien parce qu'ils sont en face de gens qui demandent. Donc vous voyez que globalement, c'est l'usager standard, ça ne fonctionne pas qu'avec les pauvres, hein, ça fonctionne avec tout le monde, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est quand même passé de un tiers de la population, hein, en gros, dans le premier rapport sur les éloignés du numérique, à 2 tiers de la population, ce qui commence quand même à poser quelques questions sociétales. Je continue, peut-être diapo suivante. Ça renvoie en fait à la question des mondes sociaux qui finalement sont aux prises avec des injonctions. Alors, tout le monde pense à la démat, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. En fait, les mondes sociaux d'une grande partie des usagers, notamment les trois catégories qui sont, on va dire, plus ou moins éloignées, de manière plus ou moins différente, des normes sociales d'usage dominantes, finalement, toutes ces injonctions sont finalement incompatibles avec la réduction des freins psychosociaux dont on vient de vous parler. Alors une illustration, et je remercie puisqu'ils sont dans la salle les collègues du Conseil national des villes et de l'association Paulès qui m'a permis de faire un tour des espaces publics numériques dans les quartiers populaires en banlieue parisienne et dans les quartiers nord de Marseille. Merci à vous. Lorsque je me pointe dans une agence France Travail en banlieue, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'ethnographie, de l'anthropologie, ça veut dire que je vais avec les gens voir ce qui se passe vraiment. Alors d'abord, on me demande si je veux du travail et si je veux aller à l'atelier Intermarché. Donc, ça veut dire que ma couverture marche très très bien. Merci encore aux collègues. Mais je me retrouve dans la situation d'accompagner une conseillère numérique France Service dans un atelier France Travail sur les applications France Travail, sur des tablettes France Travail, dans un lieu France Travail. C'est bon, vous avez compris ? Et le Wi-Fi ne marche pas. C'est pas beau ça, hein ? Et c'est pas l'effet Bonaldi. Non, non, je pense que tous les médiateurs numériques de la salle ont vécu ce genre de situation. Avant qu'on comprenne que c'était le technicien qui était passé, qui avait débranché le Wi-Fi, il a fallu quand même demander aux collègues de France Travail si on pouvait faire quelque chose sur les tablettes. Lui, il faisait des tickets à la DSI. Le public commençait à partir un peu en live. La jeune collègue commençait à paniquer. J'ai fini par dire, bon, allez, je vais pas faire chercheur, là, je vais faire un peu médiateur numérique. Et j'ai posé cette question magique. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Et là, un public tout à fait représentatif du public France Travail, des quartiers populaires marqués par migration, handicap, problèmes sociaux, etc., vont raconter tout un tas de choses sur leur représentation de l'Internet, du Wi-Fi, etc. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est la base, en fait. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur leur
représentation des technologies numériques. Lucie en parlait tout de suite. Une bonne partie de la conversation a été autour des arnaques sur Internet. On ne peut pas évacuer ça, c'est leur vécu. Et à partir de leur vécu, on peut effectivement avancer une forme de médiation numérique un petit peu différente jusqu'à tirer de la co-conception numérique voilà, un peu plus adaptée. Ce qui veut quand même dire qu'on a un vrai problème. Vous connaissez tous l'approche par compétences. C'était vachement sympa dans les années 2000, là, ça permettait de bouger les lignes de la pédagogie en France, etc. Mais nous, ça nous pose un vrai problème. Parce que finalement, l'approche par les compétences de base, c'est la base de la domination des normes sociales dont on vient de vous parler. Et donc probablement que là, on a un vrai sujet qu'il faut prendre qu'il faut prendre en compte. Et je pense que pour avoir travaillé avec les collègues de PIX, il y a tout un tas de collègues qui sont très au clair avec tout ça, mais c'est pas... il faut regarder avec un regard critique la notion même de compétence et essayer de comprendre que quand on passe des compétences aux compétences de base, on se retrouve dans des rapports de domination qui sont là aussi totalement incompatibles avec la réduction des freins psychosociaux. Ce qui veut dire que globalement, et je vais conclure là-dessus pour laisser un peu de place au débat, la compréhension de la diversité des mondes sociaux est absolument indispensable aujourd'hui à la co-construction de dispositifs sociaux numériques, donc numériques, qui ne soient plus excluants potentiellement, mais bien incluants. Ce qui pose clairement la question du co-design, la question des approches coopératives. Et je peux vous donner une illustration. Là aussi, dans la recherche Capuni EMS, on a un ESAT qui porte un truc qui s'appelle ESAT 2.0, c'est l'ESAT de la Mabilais. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur les environnements numériques de leurs travailleurs en situation de handicap. C'est une des rares fois dans ma vie où j'ai vu des personnes en situation de handicap contentes de pointer au travail sur une tablette, mais ils ont aussi accès à des réseaux sociaux, mais ils peuvent prendre des rendez-vous avec des médecins, des rééducateurs, etc. Tout ça avec la tablette, c'est un travail magnifique, mais ils ne sont pas interopérables avec le DUI. Donc aujourd'hui, il y a une petite tension entre cet établissement qui a fait de la co-conception et qui est très en avance sur la question de la co-conception et les directives du ministère dans le programme ESMS numérique, avec qui on travaille. Hein, je veux dire, ces choses-là sont transparentes. Mais comment je vais aller demander à un établissement qui a réussi ce truc-là de rajouter une couche pour faire plaisir à l'administration ou pour faire plaisir à la Caisse nationale de solidarité active? On voit bien que c'est impossible. Le dernier point, c'est peut-être, on va finir sur des notes un peu sympas, c'est la question finalement du numérique standardisé et d'une médiation numérique capacitante. L'idée, c'est peut-être effectivement de rapprocher le monde de la tech. Et on a une géopolitique qui n'est pas idiote là en ce moment. Enfin, les Américains nous posent un certain nombre de soucis. Donc moi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Pour tous ceux qui le savent, le GIS Marsouin est un très gros réseau de recherche sur les usages des technologies qui est situé en Bretagne. C'est 18 labos, c'est plein de monde. Eh bien, nos collègues de l'INRIA, donc le monde de la recherche tech en France, sont en train d'intégrer Marsouin. Et je vous garantis que dès qu'ils vont intégrer Marsouin, moi je vais les emmener dans les quartiers, histoire qu'ils voient de quoi il s'agit. Et puis l'autre avancée, c'est issu encore une fois de cette merveilleuse aventure dans les espaces publics numériques des quartiers, notamment des quartiers nord de Marseille, je ne sais pas où elle est, mais bon, c'est une spéciale dédicace à Fatia. Va falloir qu'on réfléchisse sur le mode culturel avec un S, quoi, ou interculturel, ou transculturel. Enfin, vous mettez ce que vous voulez.
Mais clairement, d'un côté, il y a de la culture tech qui s'impose, et de l'autre, il y a des cultures locales qui résistent à ça, ou qui sont, et on est à 2/3 de la population, c'est pas un petit phénomène. Et donc cette histoire de médiation numérique au singulier, parce que je crois que la médiation numérique est vraiment une médiation culturelle, mais s'il vous plaît, mettez un S à culturel, parce que on n'intervient pas dans n'importe quel territoire et dans n'importe quelle situation avec ses propres représentations. Merci de votre attention. Et on peut prendre quelques questions. Oui, donc effectivement, on a une petite dizaine de minutes pour pouvoir interagir sur les différents sujets qui ont été évoqués. Enfin, vous avez fait, ça nous pousse en tout cas à faire aussi un certain nombre d'autocritiques, de réflexions, de repenser un peu dans quelle mesure on est parfois nous-mêmes aussi, on peut véhiculer en tout cas des normes d'usage qui peuvent être plutôt excluantes en fait. Donc en tout cas ça engage pas mal de réflexions et on voulait partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas du coup si vous le souhaitez à rebondir. Je vais essayer de faire passer il y a plein de... le micro. Merci, c'était vraiment brillant. Donc je vais faire court. Donc, la différence qu'il y a entre utilisation et usage, c'est que l'utilisation, c'est je me conforme au mode d'emploi, et l'usage intègre une notion insaisissable et de détournement. Sans détournement, il ne peut pas y avoir d'usage. On l'a vu avec le Minitel. Si on ne détourne pas la fonction base de données, la messagerie ne peut pas exister. Donc, est-ce que c'est fondamentalement une étude sur les freins psychosociaux à l'utilisation du numérique ou une étude sur les... comme on l'a compris ici, sur les freins psychosociaux à l'usage, sachant qu'un usage ne peut pas être défini en avance. Donc comment on peut dire vous aurez des freins à ce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir? Donc, puisque c'est par nature insaisissable. Est-ce qu'on a le recul nécessaire pour faire une analyse des freins psychosociaux à l'usage? Et est-ce qu'on peut faire une étude sans tomber dans l'analyse morale dont tu as brièvement parlé? Bonjour Caroline Pruvot. Moi j'avais une question du départ. Est-ce que vous avez travaillé sur les freins psychosociaux aussi à la limitation volontaire des usages? Parce que pour moi c'est vraiment un enjeu, plutôt que de s'approprier pleinement, comme je l'ai entendu, plutôt de savoir s'approprier de façon ajustée et pas de façon envahissante. Merci. Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour Pascal. Question sur les algorithmes. Est-ce que vous avez établi une corrélation entre les normes psychosociales et la capacité à s'extraire des algorithmes, notamment des plateformes où vont les jeunes? Parce qu'il y a une pratique qui fait qu'on arrive à s'extraire des algorithmes selon son mode de raisonnement. Est-ce que vous avez établi un lien entre l'appartenance psychosociale des gens et leur capacité à un petit peu dompter les plateformes numériques, les réseaux sociaux? Ok, donc du coup il y a 3 questions. Il y a la première, du coup, un peu plus revenir sur les termes psychosociaux, je crois. On va reprendre un tour de questions après, mais on fait d'abord les 3, sinon ça va être un peu long. Ouais. Les freins, du coup, la limitation volontaire et après la question des algorithmes. Alors, c'est tout l'avantage, et encore merci au Labo Société Numérique, des rapports. Je trouve que, Mehdi, ton intervention est vraiment importante. De quoi on cause, quoi? Enfin, de quoi on cause. Et de quoi on cause, notre boulot à nous, c'est d'objectiver de quoi on cause. Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, c'est qu'on va faire causer, vous l'avez entendu, on va faire causer la littérature scientifique avec des analyses transversales des enquêtes et qu'on va aussi illustrer par l'ensemble des travaux qualitatifs, ce que je vous ai raconté à la fin. Donc je trouve qu'on avance un peu là-dessus. C'est-à-dire c'est très compliqué, mais on était un peu coincé là-dessus depuis les années 80. Quantitativement, il y a des usages dominants, il y a des usages massifs des technologies numériques. La navigation sur Internet, les réseaux sociaux, le mail, et je vous rappelle que le 4e, c'est quand même Wikipédia, de nature complètement différente. À partir de ce moment-là, on peut prendre l'exemple le plus caricatural, c'est le mail. Comment se positionnent les gens? C'est là qu'on passe de construction des usages comme normes sociales d'usage, avec le braconnage évidemment. Mais à partir du moment où on va vers des normes sociales d'usage dominantes,
On doit absolument se poser la question de quelles sont les capacités de braconnage des populations, de détournement des populations, et ce qui s'est passé avec le Minitel Rose, est-ce que ça peut se passer aujourd'hui dans le monde de la tech? Et c'est quoi le boulot de la médiation numérique? C'est aussi, et de l'éducation aux médias, et des associations, etc. C'est aussi d'ouvrir ces espaces de braconnage. Donc nous, on objective, l'idée, c'est que vous fassiez du pouvoir d'agir, de l'empowerment, de la capacitation. Voilà, on est plutôt là-dessus. Lucie, tu prends la deuxième? Sur les limitations volontaires, du coup? Je prends le micro aussi. Sur les limitations volontaires, ça fait partie des... Pardon, plus près, c'est ça? Des questions qu'on a posées. Qu'est-ce qui pourrait limiter l'usage du numérique? Ça se retrouve dans les freins à l'adhésion. On l'a groupé avec le rejet, mais en fait, on se rend compte que le rejet et le désintérêt du numérique, ça nous donnait comment dire, ça allait dans la même direction. Souvent, on a deux profils de population un peu différents. Le désintérêt plutôt âgé, le rejet volontaire plutôt plus jeune. C'est là, on l'a vu, la limitation volontaire, mais plus dans l'opinion. Ensuite, quand on essaye de mesurer combien d'heures les gens passent sur Internet, ce qu'ils essayent de se dessaisir, en réalité, c'est plus compliqué. Il peut y avoir un écart entre la volonté de limiter volontairement son usage numérique et la capacité ou le fait de réellement réaliser cette limitation. Donc en général, les gens qui, d'ailleurs, passent beaucoup de temps sur Internet ne sont pas ceux qui considèrent qu'ils passent trop de temps sur Internet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être sur les algorithmes? Et après, on prendra deux autres questions. Alors, sur la question des algorithmes, cette étude-là, non. Globalement, alors il y a deux éléments qui me paraissent vraiment importants. La question de la place de l'informatique, de la programmation et des algorithmes dans le capital culturel numérique. Il me semble que chez les technophiles, c'est assez évident que ça ne pose pas de questions. Mais chez les technocritiques dont je fais partie, il y a quand même plusieurs catégories. Et les plus anciens des technocritiques que nous sommes, ceux du XXe siècle, on est passé à travers, je ne sais pas si vous vous rappelez le bouquin de Baron, l'informatique discipline scolaire, on est passé par une confrontation à la programmation. Une partie des tribus de gamers, une partie des geeks qui sont passés par la programmation. Et aujourd'hui, pour moi, la question de la programmation, de la compréhension des algorithmes, elle a besoin de travaux. Et c'est aussi là-dessus que je compte énormément sur la collaboration avec les collègues de l'INRIA. C'est-à-dire que ça ne marchera pas uniquement sur le discours critique vis-à-vis des algorithmes de Google, pour faire simple. Par contre, on vient d'avoir une expérience sur la traduction en FALC d'un questionnaire avec des personnes en situation de handicap très important. Eh ben, on se rend compte que finalement, ils comprennent la logique de la programmation quand on les emmène dans quelque chose. Et donc là, pour moi, c'est des pistes de recherche à approfondir. Ça fait partie du capital culturel numérique, mais l'enquête n'est pas dessus, quoi. Alors moi, ma question, elle va être très rapide. Où sont les femmes? Ils ne font pas partie des technophiles, ils ne font pas partie des 20-24 ans qui ont envie d'apprendre. Enfin, elles ne font pas partie. Elles font moins partie, on va dire, qui ont envie d'apprendre. Finalement, où est-ce qu'on les voit, les femmes? D'autant plus que, alors je ne me suis pas présentée, Isabelle Thévenet de la DRAN. Je travaille essentiellement avec des enseignants, majoritairement des femmes. J'ai un parcours travailleur social, essentiellement des femmes. Et donc, finalement, où est-ce qu'on les voit? Je ne sais pas si je réponds tout de suite ou on prend d'autres questions. Oui, donc je dirige un service ouvert au public, comme on dit, à la ville de Strasbourg. Et je suis à la recherche de quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire je cherche l'usager standard. Pour moi, il est introuvable. Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la notion d'usager standard? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors les femmes, d'ailleurs dans nos catégories, quand on dit c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, en moyenne, il y a aussi des femmes quand on dit que c'est des hommes, mais elles se retrouvent surtout dans la catégorie des inquiètes. En fait, ce sont tout ce qui est organisationnel autour du numérique. On pressent la charge mentale derrière et l'organisation du quotidien, mais c'est un peu là où elles se retrouvent, dans ces 37%-là.
et dans les réfractaires parce qu'elles sont plus âgées en moyenne. Donc elles se retrouvent surtout là et elles sont en moyenne majoritaire chez les inquiètes. Enfin les inquiets, on a dit les inquiets mais on aurait dû dire les inquiètes. Revenir du coup sur les usagers standards. Alors, je complète quand même sur les femmes. Je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Collet. Années 80-90, la conquête féministe se passait par le travail. Il y avait plein de femmes de ma génération, donc, qui étaient informaticiennes. Elles sont parties. Pourquoi ? Donc c'est une vraie question. Je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Collet qui documente ça très très bien. Deuxième truc, on a fait 18 focus group avec des collégiens de 4e dans les collèges d'Ille-et-Vilaine l'année dernière. Et on s'est rendu compte que contrairement au précédent focus group qui s'était déroulé 2 ans avant, 2 ans avant, les gamines, les collégiennes prenaient la parole, viraient les garçons, etc. Merci MeToo. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'usager standard, c'est toute la démonstration du rapport en fait. C'est-à-dire que l'usager standard est une représentation de la partie des technophiles qui programment, qui proposent les dispositifs sociotechniques. Donc dans les processus de programmation, dans les processus de datafication, dans les processus d'organisation, cette représentation-là, elle s'impose. Et il y a tout un courant là autour des usages qui travaillent sur l'analyse de ces dispositifs-là. On a cité Perrine Brockporn, mais Simon Collin, qui est dans la salle, a bossé aussi là-dessus sur les questions d'éducation. Et je pense que c'est vraiment un travail de recherche, des pistes de travail de recherche passionnant, mais avec vous. Enfin, je pense que les remontées terrain sur ça marche pas, l'histoire des usagers standards. Ce que je vous ai dit sur le DUI, ce qu'on va dire sur la démat, c'est que ça fonctionne pas. Bon, faut que j'arrête. Hein. Exactement. Merci à toutes et tous. De toute façon, on est présent toute la journée avec les versions imprimées aussi. N'hésitez pas à venir nous voir.